Alors, donc, je disais tout à l'heure que, en fait, les politiques d'immigration ont changé, vous le savez bien, et on a commencé à beaucoup centrer les grilles de sélection sur ce qu'on appelle le capital humain, c'est-à-dire la possession de diplômes et d'éducation. Et là aussi, les immigrants vont répondre de façon incroyable, puisque, et encore, c'est un vieux tableau de 2006. Si je prenais des données plus récentes, ce serait à peu près pareil. Vous voyez que, en fait, les, les barres les plus claires représentent les immigrants. Les barres les plus foncées représentent les natifs. Okay, alors, vous voyez que, en fait, la proportion de personnes qui ont des diplômes universitaires est incroyablement plus élevée chez les immigrants que chez les natifs. Okay, ce qui était très important, encore une fois, compte tenu du décollage d'une économie du savoir misant beaucoup sur les diplômés. Et bon. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, oui, mais la plupart avaient du mal à trouver du boulot. Ça, c'est autre chose. Je veux quand même mettre l'accent sur cette question-là et sur le fait que globalement, encore aujourd'hui, les immigrants sont plus scolarisés que les non-immigrants, ce qui est quand même un phénomène. Quand vous dites ça à nos collègues européens, je peux vous dire qu'ils tombent sur leur derrière. Bon. Alors, ce sont des choses que vous connaissez, mais je pense que c'est important de le rappeler. Et bon, je terminerai ce petit retour historique aussi. Donc, en insistant sur l'apport, je pourrais dire quasi démographique de l'immigration. Alors, en fait, c'est une carte que j'ai produite il n'y a pas tellement longtemps pour la commission Lisée. Vous avez entendu parler de cette commission Lisée, le ministre Lisée s'inquiétant de l'exode des jeunes familles avec enfants en banlieue. Et c'était un peu comme si Montréal se vidait des jeunes familles, etc., etc. Et moi, ça m'enrageait qu'on dise ça parce qu'en fait, c'était tout à fait faux. Bon. Montréal est au contraire une ville qui rajeunit comparativement à ses banlieues et comparativement au reste de la province. Et pourquoi elle rajeunit? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes familles avec enfants. Et quand vous superposez des cartes de la localisation des jeunes familles et des cartes de la localisation des immigrants, comme par hasard, c'est à peu près aux mêmes endroits. Et en fait, un enfant sur deux a au moins un parent immigrant aujourd'hui sur l'île de Montréal. Donc, il y a quand même un apport de l'immigration qui est absolument central de ce point de vue-là. Bon, alors, donc là, vous allez me dire, mais je fais un tableau rose bonbon, hein, tout va bien, etc., etc. Je vous ai fait ce tableau-là, qui donc repose sur des réalités extrêmement concrètes, pour qu'on n'oublie jamais que, en fait, l'île de Montréal que nous avons sous les yeux, elle est en bonne partie faite par l'immigration. Hein. Et donc que, d'une certaine façon, quand on entend les discours politiques qui sont formulés en termes de eux et nous, etc., il y a quelque chose de profondément inexact, puisque cette ville a été façonnée largement par l'immigration, et je pense vous avoir montré des aspects quand même assez importants là-dessus. Alors, en même temps, évidemment, et je pourrais aussi ajouter, bon, j'avais pas d'image pour ajouter au portrait, mais j'ai des données là-dessus aussi. J'aurais pu aussi vous montrer l'apport de l'immigration sur la diversification de l'offre sportive. Bon, hein, c'est-à-dire l'impact de l'immigration sur la montée en puissance de certains sports
qui aujourd'hui sont pratiquées par aussi les natifs. Je ne parle pas uniquement du cricket, hein, mais je parle aussi évidemment surtout du soccer, du basket, etc. C'est, bon, alors c'est quand même des choses qui sont inscrites concrètement dans la vie des quartiers et qu'il ne faudrait pas oublier et qu'il faut mettre là aussi au bilan positif de l'immigration. Bon, alors, donc, alors, tout ceci est important aujourd'hui, puisque vous savez que les économies modernes carburent à la diversité, hein, que c'est important aujourd'hui dans les brandings de pouvoir montrer qu'on est très... on possède une diversité absolument culturelle intéressante, même si Richard Florida, qui est le grand gourou de ce discours sur la diversité, en fait a évalué la diversité montréalaise par rapport à celle des autres villes américaines, et il nous a fichu une mauvaise note. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit qu'on n'avait pas assez de noirs. Bon, hein, là, évidemment, il comparait avec les villes américaines. Bon, et pour lui, la diversité, c'était ça. Bon, alors, mais en fait, on aurait pu lui répondre que Montréal est la championne sur l'indice de la diversité, c'est-à-dire en termes de la variété des types d'immigrants présents dans une ville. Montréal dépasse largement Toronto, Vancouver et toutes les villes américaines. Hein, même si on a moins d'immigrants, on a plus de diversité. Bon. Alors, donc, vous voyez pourquoi j'ai intitulé mon exposé aujourd'hui les immigrants citadins et bâtisseurs de Montréal, parce que je pense que c'est exactement ça. Et je crois qu'il faudrait qu'on n'oublie jamais cette réalité. Alors, je le martèle un peu fort parce que ce qui va suivre est un peu moins drôle, évidemment. Bon, je ne serais pas une vraie sociologue si je ne parlais pas des choses qui vont un peu moins bien. Alors, je voudrais dire qu'il y a quelques années, j'ai fait une enquête avec des collègues belges. Bon, alors, j'ai un accent français, mais je ne suis pas française, je suis d'origine belge. Bon. Et comme toute bonne immigrante, quand je suis arrivée ici, je me suis plongée dans la réalité montréalaise, et la Belgique, je l'ai laissée très loin. Donc, je me suis empressée de ne jamais étudier la Belgique. Mais avec les années, j'avais une jeune collègue qui, elle, avait été québécoise, mais son conjoint était belge. Bon. Et à un moment donné, elle m'a entraînée dans une étude sur la comparaison entre deux quartiers très, très immigrants et très défavorisés à Bruxelles et à Montréal. Okay, et nous avons donc, on se promenait dans les deux villes avec une équipe de chercheurs moitié belges, moitié québécois, et nous rencontrions tous les intervenants publics, communautaires, travailleurs sociaux, etc., dans ces deux quartiers, pour qu'ils nous parlent de la diversité de clientèle dans leur quartier. Et nous avons eu tout un choc. Parce que, donc, on disait aux personnes, pourriez-vous, voilà, nos collègues viennent de Belgique, est-ce que vous pourriez leur expliquer bon, quel genre de monde vit dans ce quartier? Bon. Et on faisait la même chose à Bruxelles, on disait, bon, pourriez-vous expliquer à ces Montréalais qui viennent de loin quel genre de monde vit dans ce quartier? Et nous avons eu un choc, parce que ce que nous avons entendu était pas très rose. Ok? Bon. Alors, je pourrais vous défiler, j'ai des pages et des pages de déclarations comme ça. Ok? Alors, bon, on nous parlait dans les deux cas d'une explosion de boucheries halal. Bon, hein, donc, vous voyez un peu, les termes sont très forts. Bon, ici, évidemment, on nous disait, ah, ils sont impatients d'aller à Toronto. Bon, sous-entendu, ils ne sont pas intéressés. Bon.
Les immigrants sud-asiatiques ne veulent rien savoir de la neige. Or, ici, on est au Québec, on joue au hockey, ils joueront au cricket plus tard. Bon. Hein, donc, une espèce de ton un peu... bon. C'est difficile de les mobiliser quand ils pensent que tu n'as rien à leur apporter. Donc, des commentaires extrêmement durs sur leur clientèle. Okay, et évidemment, j'ai choisi un petit peu les extraits, mais je peux vous garantir que dans les deux cas, c'était le même genre de discours que nous avons entendu, et des discours tenus par des intervenants extrêmement généreux, hein, qui travaillent avec les clientèles pour les aider. Okay, donc ça nous a beaucoup troublés, ça nous a perturbés, et on s'est dit que, bon, ce qu'on entendait, c'était que ces intervenants voyaient un monde étrange, étranger. Bon. Et évidemment, c'est sûr qu'il y avait un peu de religion dans l'inconfort, un peu de langue, un peu de culture, de mœurs. Bon. Et que tout ça faisait un espèce de mélange qui les rendait mal à l'aise. Okay, alors, bon, je vous dis ça parce que c'est une enquête que nous avons faite avant la saga des accommodements raisonnables. Okay, alors, je peux vous dire que la crise des accommodements raisonnables, je l'avais vue arriver, hein, puisque c'est exactement... Bon. Alors, et avec ma collègue, nous avons posé une question à la fin en disant que, au fond, ces travailleurs communautaires, travailleurs sociaux, intervenants politiques, étaient moins dans une logique d'émancipation de leur clientèle, mais plutôt dans une logique de conformité culturelle. Hein, un peu comme si, finalement, on disait à nos, entre guillemets, clients, bon, on va vous aider, mais d'abord, il faudrait que vous soyez correct sur un certain nombre de valeurs, et etc. etc. Bon. Alors, bon, alors, vous comprenez que c'est pas par hasard que je vous ai servi le discours antérieur pour qu'on n'oublie pas, finalement, que ces étranges étrangers, ben, c'est quand même eux aussi qui ont bâti cette ville. Okay, bon. Alors, alors, évidemment, c'est sûr que dans ce que je vous ai raconté, j'aurais pu aussi vous montrer toutes les données historiques qui montrent à quel point les Italiens ont dû travailler dur pour arriver là où ils étaient, n'ont pas toujours été bien accueillis, pas du tout, et que, autrement dit, les difficultés que rencontrent les nouveaux arrivants aujourd'hui ont des échos aux difficultés antérieures qu'ont rencontrées les autres nouveaux arrivants. Mais évidemment, cela dit, les obstacles étaient différents, et je pense aussi que la société aujourd'hui est différente, et que nous avons des exigences en termes de pluralisme qui posent au fond un certain nombre de défis. Alors, je ne vais pas traiter des questions d'emploi, puisque j'ai ici des experts top, donc je n'irai pas dans vos champs. Je ne vais pas non plus aller sur les questions de logement, même si je voudrais quand même vous montrer une petite image. Bon, alors, c'est mon collègue Xavier Leloup qui a fait une étude il y a quelque temps sur la population qui habite dans les HLM sur l'île de Montréal. Okay, alors, bon, vous voyez que les populations issues d'immigration sont extrêmement nombreuses dans les HLM, ce qui n'est pas sans poser des difficultés. Mais je n'entrerai pas là-dessus, simplement pour vous dire quand même que bon, c'est des choses que l'on regarde, et
Et puis je ne veux quand même pas non plus avoir l'air de vous montrer que des choses rose bonbon. Hein. Bon, alors, je termine, avant de passer à la dernière partie, sur les grands traits de l'immigration de Montréal par rapport aux autres métropoles canadiennes. Alors, donc, j'ai déjà parlé tout à l'heure de la concentration qui est plus forte dans le centre que dans les autres métropoles, la diversité des origines qui est plus forte, l'âge, très important. L'immigration au Québec est beaucoup plus jeune que dans les autres provinces et dans les autres métropoles, et la taille des ménages est beaucoup plus petite, bon, ce qui a des impacts en termes de logement. La scolarité plus élevée, je vous l'ai montré tout à l'heure, les revenus plus faibles, l'emploi avec un bilan mitigé, ce sont des choses que vous connaissez bien entendu. Aujourd'hui, le pourcentage de propriétaires parmi les immigrants est plus faible que parmi les natifs. Donc, les choses se sont renversées. Bon, cela dit, l'incidence des besoins impérieux de logement est plus faible que dans les autres métropoles comme Toronto ou Vancouver, ce qui n'est pas tellement étonnant puisque le marché du logement à Vancouver et à Toronto est épouvantable, est vraiment très très tendu. Et donc c'est relativement plus facile de se loger ici que de se loger dans les autres métropoles. Cela dit, les difficultés sont quand même majeures. Alors, je voudrais, avant d'entrer dans 3 sujets un peu plus chauds aujourd'hui, vous montrer un petit exercice que j'ai fait avec ma collègue Francine Dansereau, où nous avons regardé, à partir des données statistiques, dans quel type de quartier les immigrants dans la région montréalaise s'installent. Okay. Alors, je vous épargne les questions de méthodologie. En fait, nous avons obtenu 8 types de quartiers dans lesquels les immigrants s'installent dans la région montréalaise. D'abord, les vieux quartiers populaires, la plupart canadiens-français, sans grande tradition d'accueil de l'immigration, Hochelaga par exemple. Le groupe 2, ce sont les proches banlieues de classe moyenne multiethnique. Le groupe 3, les quartiers anciens de classe moyenne avec diversité linguistique et haut niveau de scolarité. Bon, par exemple, Ville-Montréal. Les banlieues périphériques de classe moyenne francophone, c'est l'énorme banlieue périphérie, évidemment. Le groupe 5, ce sont les zones centrales d'accueil et de transition très multiethniques avec beaucoup d'étudiants, par exemple aux alentours de l'Université Concordia ou ici, aux alentours de l'Université de Montréal. Okay. Le groupe 6, les zones anglophones aisées de l'ouest de l'île de Montréal, comme Beaconsfield, etc. etc. Le 7, c'est les quartiers péricentraux à revenus modestes, ayant une longue tradition d'accueil et d'établissement des immigrants, comme par exemple Montréal-Nord. Et le 8e, qui a été coupé par mon tableau, c'est les enclaves d'accueil traditionnels, comme Parc Extension. Okay. Alors, ce qui est intéressant, donc, il y a 2 choses qu'on peut retenir de ce genre d'exercice. Premièrement, les immigrants sont installés dans une diversité extraordinaire de types de quartiers. Hein. Vous voyez qu'il y a des quartiers de classe moyenne, des quartiers défavorisés, des quartiers centraux, des quartiers plus périphériques. Donc, une diversité de cas de figure. Maintenant, si je regarde en termes de nombre, où ils sont les plus nombreux, en fait, le type de quartier dans lesquels je trouve le plus d'immigrants, ce sont en premier les banlieues périphériques blanches. Autrement dit, toute la grande périphérie que vous voyez en couleur ocre, beige, bon. Où bien sûr
vous me direz qu'il n'y a pas de concentration d'immigrants, mais ce territoire énorme loge quand même une quantité très importante d'immigrants qui sont dispersés, mais qui, au total, forment quand même quelques 130 000 personnes. Donc, c'est important. Le groupe 2 qui arrive, ce sont les vieux quartiers populaires qui sont en gentrification, comme le sud-ouest, Hochelaga, etc. Et le troisième, qui arrive presque à égalité avec les deux autres, ce sont les banlieues multiethniques de classe moyenne, comme par exemple Dollard-des-Ormeaux. Donc, encore une fois, ne jamais oublier que c'est pas vrai que les immigrants sont tous à Parc Extension et à Côte-des-Neiges, je caricature. En fait, les chiffres montrent qu'ils sont très 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 nombreux à être dans les banlieues de classe moyenne et des banlieues qui sont très très multiethniques, comme par exemple, je l'ai dit, Dollard-des-Ormeaux ou Pierrefonds, etc. Ça va? Alors, l'autre chose sur laquelle je voudrais insister aussi, on parle souvent en matière d'implantation des immigrants dans la ville, de concentration. Hein. Alors, une des choses qui ressort très clairement des chiffres de nos analyses, c'est que autant l'immigration ancienne, les Grecs, les Portugais, était hyper concentrée, autant l'immigration récente est hyper dispersée. Alors, je vois que je fais plaisir à quelqu'un en montrant la carte des Marocains. Alors, vous voyez que les Marocains sont extrêmement dispersés. Je pourrais prendre la même carte avec les Algériens ou avec les Tunisiens, ce serait la même chose. Je pourrais prendre la carte avec les Sud-Asiatiques, sont relativement dispersés aussi. Donc, toutes les arrivées, les immigrations plus récentes sont très très dispersées sur tout le territoire de l'île et même dans certaines banlieues, ce qui n'était pas du tout le cas de l'immigration européenne plus ancienne, grecque, italienne, portugaise, etc., etc. Alors, juste pour un petit clin d'œil, vous allez voir que les Français sont très concentrés. Hein, ils sont pas mal plus concentrés que le... Alors, juste un petit clin d'œil. Alors, donc, cette répartition dans l'espace urbain est, à mon avis, un phénomène très important et qu'il faut tout le temps avoir à l'esprit quand on entend les discours sur ghetto, sur concentration, etc. Ça ne correspond à aucune réalité statistique, c'est extrêmement clair. Bon, alors, maintenant, pour terminer, j'aimerais peut-être aborder très rapidement, et ça va être un petit peu dans la continuité des choses désagréables que j'ai dites tout à l'heure, quelques-uns des enjeux urbains actuels. Et encore une fois, je m'empresse de dire que j'ai mis de côté la question du logement, qui est absolument majeure, centrale, mais qui demanderait un exposé en soi, donc je ne parlerai pas de ça. Alors, je voudrais plutôt parler d'abord du patrimoine des communautés culturelles. Donc, pour aller un petit peu en lien avec ce que j'ai dit, et je ne vais pas parler de ton projet, Delphine, tout de suite, on en discutera après si tu veux. Il me semble que cette question de patrimoine découle un petit peu de ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire du fait de la contribution majeure de l'immigration à la construction et au développement de la ville moderne de Montréal. Alors, j'ai parlé du Portugal tout à l'heure et de l'héritage absolument majeur des Portugais pour notre ville. Alors, voici un endroit que vous connaissez probablement bien, la place du Portugal, qui a été aménagée
il y a déjà pas mal d'années, comme manière de commémorer la contribution des Portugais à la construction de notre ville. Bon. Cette place a été inaugurée par un des premiers ministres de l'immigration qui s'appelait Jean Bienvenu. Quel nom prédestiné, hein, c'est extraordinaire. Bon. Hein, on ne peut pas faire autre chose dans la vie que d'être ministre de l'immigration quand on s'appelle comme ça. Et cela dit, cette place du Portugal, quand elle a été inaugurée, elle a fait un peu de remous. D'abord parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents, parce qu'on avait on avait enlevé du gazon au milieu, hein, pour mettre les équipements, etc. etc. Donc il y a des gens qui n'étaient pas contents. En plus, il y a des gens qui ont dit mais c'est quoi cette idée de faire une place pour commémorer les Portugais, alors qu'autour, il n'y a pas que des Portugais, hein, il y a aussi des immigrants d'autres nationalités. Donc pourquoi eux et pas nous? Bon, c'est pas juste, enfin bon bref. Donc ça a été pas tout à fait un geste bon, très heureux. Bon, il y a eu aussi beaucoup de débats lorsque le gouvernement fédéral a voulu patrimonialiser le boulevard Saint-Laurent, hein, en disant c'est le boulevard qui évoque toute l'histoire de l'immigration, etc. etc. Là aussi, c'est pas très bien passé. La place des Amériques, elle est mieux passée, à mon avis, parce que les Amériques, c'est tellement vague, c'est tellement bon que bon, personne se sentait en dehors ni en dedans. Enfin bon, bref, ça voulait pas dire grand-chose en fait. Bon. Même si en fait l'idée c'était de rendre hommage aux latino-américains. Bon, mais en fait, bon, ça n'a pas tellement marché. Bon. Donc tout ça pour vous dire que en fait, on semble avoir un petit peu de difficulté à reconnaître la contribution des immigrants et des communautés culturelles. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait vraiment beaucoup plus nous préoccuper. Et j'ai appelé ça la pasteurisation de l'espace public. Hein. On commence à avoir une détestable habitude de vouloir débarrasser les espaces publics de tout ce qui connote des différences culturelles. Alors bon, ça, pour moi, ça fait un peu lait pasteurisé, là, c'est bon. Je trouve que c'est bon, cette tendance à gommer le marquage ethnique de l'espace urbain en voulant invisibiliser les différences culturelles, c'est quelque chose qu'il faut faire, bon, qui me semble malsain à certains égards. Et je pense que notamment l'idée d'avoir envoyé tous les festivals ethniques qu'il y avait auparavant au cœur de bien des quartiers au parc Jean Drapeau de l'autre côté, bon, sous prétexte que ça allait plus favoriser les échanges entre les cultures, pour moi c'est c'est un geste vraiment de pasteurisation, alors là, pas très heureux. Et bon, j'ai laissé la page blanche parce qu'à mon avis c'est ça que ça fait. Bon, hein, bon. Bon, alors le deuxième élément que je voudrais évoquer très rapidement, c'est celui du commerce ethnique. Bon, alors j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, bon, où là aussi il y a des questions de patrimoine qui sont tout à fait reliées. Bon, évidemment, le quartier chinois, bon, dont on se demande il va connaître une certaine renaissance. Je vous signale que certains promoteurs qui sont présents dans le quartier chinois essayent de convaincre la ville qu'ils ont droit à des traitements privilégiés pour avoir accepté de bâtir dans un quartier spécialisé. Bon. Et donc, comme cette spécialisation chinoise n'a pas l'air de marcher très bien, ben, ils sont coincés. Bon, mais en fait, c'est eux-mêmes qui ont voulu rentabiliser leur investissement en allant se loger dans le quartier chinois en se disant qu'ils pourraient profiter du branding ethnique qui est très à la mode aujourd'hui.
Cette question des commerces ethniques est très importante parce que souvent, en fait, on ne voit que l'ethnique, on est obnubilé, et puis on ne voit pas que derrière, il y a des commerçants qui triment dur, qui sont souvent en mode survie et pour qui bon, la vie n'est pas nécessairement très facile et bon, qui en fait se soucient pas tellement de la beauté de leur vitrine. D'ailleurs pour eux, la mise en vitrine, c'est quelque chose qui n'est pas important. Bon, ce qui est important, c'est le business qu'il y a derrière. Et souvent, notre attitude vis-à-vis du commerce ethnique met au contraire beaucoup l'accent sur la visibilité, la vitrine, etc. Alors, donc j'ai appelé ça des quartiers ethniques ou de destination, hein, parce que, encore une fois, souvent c'est vu comme des attractions culturelles, touristiques. Alors évidemment, en bas, si je me souviens bien, c'est un café qui se trouve dans le Petit Maghreb. Je pense que le Petit Maghreb est en plein victime de cette ambivalence sur à la fois le désir de cultiver l'ethnicité parce qu'aujourd'hui ça fait bien, puis ça fait vendre la ville, etc., etc. Et puis en même temps, les risques de stigmatisation extraordinaires parce que maintenant, chaque fois qu'il y a un problème avec un musulman quelque part sur l'île de Montréal, paf, on se tape une entrevue au Petit Maghreb et donc on stigmatise cet endroit de façon incroyable. Donc je voulais évoquer ces questions-là et évidemment je m'en voudrais de ne pas évoquer la question spécifiquement religieuse, mais là je vais aller très très vite. Bon, vous savez que le paysage montréalais s'est considérablement transformé avec l'immigration aussi du point de vue religieux. Ce qu'on oublie souvent, c'est que en fait les lieux de culte associés aux nouvelles communautés sont très souvent en banlieue et dans des banlieues de classe moyenne. Hein. Bon, alors je vous mets ici des exemples assez évidemment spectaculaires. Bon, alors pourquoi il m'obéit pas? Ah bon, d'accord. Bon. Alors, en fait, tous les lieux de culte ne sont pas spectaculaires. Beaucoup, au contraire, sont très invisibles, discrets, logés dans des endroits, en fait, dans des bâtiments qui ont d'autres vocations commerciales, etc., etc. Mais c'est très clairement, je n'ai pas besoin de vous le dire, une question qui est dans l'air du temps et qui est tout le monde fait semblant qu'on voit rien et tout le monde s'empresse de ne pas traiter ces questions-là, mais c'est des questions très importantes et qui déclenchent beaucoup de controverses. Alors, et c'est des questions difficiles, notamment parce que de plus en plus, beaucoup de lieux de culte sont des lieux de culte régionaux et non plus locaux, comme ceux auxquels nous étions habitués avec nos bonnes vieilles paroisses. Hein. Aujourd'hui, dans ces lieux de culte à dimension régionale, les fidèles viennent de vraiment partout. Et donc, quelque part, il y a une incongruence à voir la gestion de ces lieux de culte confiée à des autorités micro-locales, par exemple comme les arrondissements. Hein. Il y a comme un décalage entre ce que sont vraiment ces lieux de culte et puis les responsables administratifs qui sont chargés du zonage, etc. Alors, je passe très vite là-dessus. J'ai fait là aussi une enquête sur les controverses entourant les lieux de culte, une enquête absolument passionnante. Et juste en guise de clin d'œil, évidemment, il y avait la fameuse mosquée à Saint-Laurent, qui à l'origine était une petite maison de vétérans, et puis qui avait grossi petit à petit avec la croissance de la communauté. Et bon, il y a eu, avec le dernier projet d'agrandissement de la mosquée, qui comportait un minaret et une architecture un peu plus affirmée, évidemment, il y a eu beaucoup de controverses de la part de la ville de Saint-Laurent, qui n'était pas encore dans le giron de Montréal à ce moment-là. Et en fait, un des arguments utilisés par la ville au départ pour refuser ces travaux, eh bien, c'était l'intégration architecturale
par rapport à l'environnement. Alors, si vous connaissez le site, bon, cette mosquée est située à côté d'un centre d'achat minable. Bon, j'espère que le propriétaire n'est pas là. Bon. Bon. Alors, écoutez, l'intégration architecturale dans cet environnement-là, hein, franchement, il faut le faire. Bon. En fait, le fond de l'affaire, c'était qu'au même moment, Ville-Saint-Laurent construisait un quartier de classe moyenne supérieure, Bois-Franc, pas tellement loin de là, et qu'on avait très peur que le minaret se voie depuis ce développement résidentiel qu'on voulait, haut de gamme, etc. etc. Mais, comme dans beaucoup d'histoires de controverses, et c'est aussi une des choses que montre ma recherche, c'est qu'en fait, tout le monde finit par s'arranger du moment qu'on parle des affaires urbaines. Dans tous les dossiers de controverses que j'ai regardés, on s'est toujours empressé de mettre les questions de valeur de côté et on négocie sur des affaires concrètes. Est-ce qu'on peut installer un système de climatisation pour fermer les fenêtres d'un lieu de culte et donc que ça n'emmerde pas les passants quand on fait des chants, etc. etc. Bon. Est-ce qu'on peut s'arranger pour que le stationnement soit aussi disponible aux commerces adjacents, etc. etc. Bon. La plupart des controverses que j'ai regardées ont fini par être résolues parce qu'on s'est entendu, et je dis on, c'est-à-dire les riverains, les voisins, les élus, les fonctionnaires et les membres de la communauté religieuse, sur des questions urbaines concrètes. Et ça, c'est un message très important sur lequel je voudrais terminer, c'est que quand on prend les choses au niveau urbain concret, on peut à peu près tout résoudre. Bon. Si, évidemment, on négocie, etc. Quand on pose le débat sur le niveau des valeurs, on ne va nulle part et on durcit les positions des uns et des autres, et c'est extrêmement difficile de se sortir de situations de conflit qui parfois sont extrêmement importantes. Alors, je voudrais, en terminant quand même sur une note positive, donc justement, vous insistez sur le fait que l'urbain, les espaces urbains, en fait, ont un potentiel de permettre de vivre avec les différences, qui est très important. Et je crois qu'il faut beaucoup jouer sur la question de l'espace urbain pour arriver à vivre ensemble sans trop de difficultés. Alors je vous montre la dernière de mes enquêtes que vous avez probablement vue au ministère, où j'ai enquêté sur des quartiers de classe moyenne qu'on disait très frileuses avec les angoisses identitaires, etc. etc. Et on a enquêté dans des quartiers où les sondages nous montraient qu'en fait, les gens étaient extrêmement xénophobes et pensaient que l'immigration allait détruire la culture québécoise, etc., etc. Et quand nous, on a regardé ce qui se passe concrètement dans la vie urbaine de tous les jours, ben, tout va très bien. On a même fait parler les gens sur bon, le partage dans les espaces. Et en fait, enfin, notre enquête portait sur Vimont, en plein cœur de Laval. Annecy aussi, c'est un quartier qu'on a beaucoup étudié. Et puis, il y avait aussi Saint-Léonard et puis Loyola. Alors, donc, je voudrais juste vous laisser sur cette image et vraiment vous dire que j'espère vous avoir convaincu qu'en prenant les choses sous un biais urbain, on se met en meilleure situation de pouvoir régler des problèmes parfois difficiles, mais aussi parce que les espaces urbains ont un potentiel de convivialité qui n'est pas du tout négligeable. Voilà. Donc là...